bonsoir. Donc le menu aujourd'hui, il s'agit de dresser un portrait du soleil. Alors c'est pas un soleil mythique, madame, c'est un soleil bien réel, cette fois-ci. Et donc madame t'est présentée, donc mon nom est donc bien Jean-Claude Vial, c'est bien ça. Et je vais essayer de dresser un portrait. Alors c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de facettes dans l'étude de cette étoile. En tout cas, on va commencer par quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'essayer de situer ce soleil, en fait notre système solaire, et donc nous-mêmes aussi, dans le vaste univers, en particulier donc dans notre galaxie. Ensuite, nous essayons de passer un petit moment pas trop long, sur la façon dont le soleil s'est créé, il y a 4 et quelques milliards d'années. On dressera, donc ça c'est la naissance, quelques 4,6 milliards d'années plus tard, on est en mesure de dresser une carte d'identité, une fiche d'identité, qui nous permettra d'avoir quelques nombres en tête, permettra d'avoir quelques références. Et puis, ici, j'insiste souvent, quand j'ai l'occasion de parler du Soleil, sur le fait que c'est une étoile qui rayonne, donc ce n'est pas sans intérêt pour nous, c'est fondamental, mais en même temps, ce rayonnement est en même temps un porteur d'informations, et c'est cette information qui nous permet encore de connaître toujours mieux le Soleil. Et puis, j'ai mis dans ce dernier paragraphe, dans ce dernier chapitre, je me suis concentré sur l'aspect magnétique du Soleil pour des tas de raisons que j'espère nous aurons le temps de regarder, d'étudier, et qui, surtout, ce magnétisme, même s'il n'est pas très intense, très violent, ce magnétisme a quelques conséquences également, comme le rayonnement, sur la vie sur Terre. Alors, où sommes-nous, comme dit l'autre? Voilà donc une carte de la galaxie qui est ici, a été obtenue en lumière visible. C'est une carte, hein, bien sûr, mais obtenue à partir d'observations. Et comme on le voit ici, notre galaxie on comprend très bien qu'elle est peuplée d'un très grand nombre d'étoiles, et on a déjà une idée de cet aspect un peu lenticulaire, qui est mieux mise en évidence quand on fait, cette fois-ci, on prend une vue d'artiste, on regarde cette lentille par la tranche. Alors, vous notez donc, alors je vais peut-être essayer de pointer, là vous notez donc le plat de cette soucoupe volante, là, au centre un bulbe très brillant parce qu'il est très dense en étoiles. Et puis, où sommes-nous? On est sur la flèche quelque part, pas loin de la flèche rouge, on est dans ce disque donc, et la distance au centre est de l'ordre de 25 et quelques milliers d'années-lumière. Donc vous connaissez la définition de l'année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière avec une vitesse de 300 000 km par seconde, et si vous faites la multiplication, etc., vous arriverez à quelque chose, donc une distance de l'ordre de 10 000 milliards de kilomètres. Donc on est quelque part ici, et le Soleil et son système planétaire, et donc ce Soleil est une étoile parmi de l'ordre de 200 milliards d'étoiles de la galaxie. Donc la galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, et il y a évidemment, nous ne sommes pas la seule galaxie. Alors, là on a regardé par la tranche, on va regarder de face cette fois-ci, avec une vue d'artiste, c'est facile. L'observation réelle est évidemment plus difficile, impossible. Et donc cette fois-ci, on a cet aspect-là de feu d'artifice donc de cette galaxie, avec ce bulbe donc très brillant ici, et puis une série de bras qui ont la forme de spirale. Nous sommes par là, c'est le bras de Persée par là, et tout ça tourne. On peut considérer que ça tourne à environ 200 millions d'années. Compte tenu de la distance, on peut facilement déduire que la vitesse de l'ensemble, donc de 250 km par seconde, autour, en tout cas par rapport à cet axe. Et puis, compte tenu de l'âge du Soleil, on peut aussi s'amuser à calculer le nombre de tours qu'on a déjà fait.
Et ça fait de l'ordre de la vingtaine, quelque chose comme ça. Donc voilà où nous sommes. Alors je vous ai montré tout à l'heure une carte de la galaxie obtenue en lumière visible, et dans les années 90, 80 et quelques, fin des années 80, il y a un satellite infrarouge, Kobe, qui a également fait des observations de la galaxie. Je dis galaxie, vous voyez, c'est une galaxie avec un grand G, un G majuscule. C'est notre galaxie et c'est la Voie lactée. Alors, là, donc, il a fait ses observations dans l'infrarouge. Et vous voyez que, si vous voulez, on va revenir 2 trucs en arrière, là, c'est un peu différent, hein. Alors, on a quand même encore une sorte de poussière, pas de poussière, mais des étoiles, évidemment. On a encore l'apparence d'un disque. Mais ce qui est nouveau, là, c'est, vous l'aurez tous remarqué, c'est dans le disque, là, ces sortes de structures, là, de fils jaunes, c'est jaune, rouge, etc. Et qui, quand vous regardez par exemple au centre, là, sur ce bulbe, vous constatez qu'il s'interpose entre l'observateur et le bulbe, hein. Ils sont devant. Donc ils empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Et alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ben, ce sont des poussières, de toute taille, hein, du micron ou moins encore, et qui ne sont visibles que dans l'infrarouge, et qui constituent, ces poussières sont certainement accompagnées, entourées de gaz. Et tout ce milieu, c'est le milieu dans lequel baignent les étoiles. On appelle ça le milieu interstellaire. Et c'est un milieu qui est très important. Il ne faut pas imaginer que les étoiles sont séparées par le vide. On en a un exemple ici. Et c'est de ce type de milieu, bien entendu, c'est pas exactement ce milieu-là, puisque c'est ce qu'on voit depuis notre Soleil. Mais c'est de ce type de milieu qu'est issu le Soleil. Et donc, nous essayons de voir comment ça se passe. Donc, tout commence dans un nuage du milieu interstellaire. Donc, ce sont ces assemblages qu'on a vus, ces sortes de filaments. Et ce milieu, il est froid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire froid pour tout est relatif, bien sûr. Là, en l'occurrence, ce sont des températures de l'ordre de quelques dizaines de degrés Kelvin. Alors, le degré Kelvin, c'est le degré de température absolue. Il est tel qu'à 273 degrés Kelvin, on tient la congélation de l'eau. Ça correspond aux 0 degrés Celsius. Et il est très dilué, un nombre de particules par centimètre cube. Les astronomes aiment bien les unités du type centimètre, etc. Un nombre de particules de l'ordre de quelques particules par centimètre cube. Alors ce milieu, de façon générale, il est très divers en fait. Il peut être constitué d'atomes. À ce moment-là, en général, il est relativement un peu plus froid, un peu plus chaud, un peu moins froid que ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, quelques centaines de degrés Kelvin, encore une fois. Donc quelques dizaines de degrés Celsius ou des trucs comme ça. Mais aussi, dans le cas de nuages très froids, il est constitué de molécules. Et même aussi d'assemblages un peu particuliers de molécules, un peu complexes, comme des molécules de carbone, dans lesquelles on a un regroupement de 60 atomes de carbone, des choses comme ça. Et puis, nos fameuses poussières. Alors, on en a un exemple, évidemment, c'est certainement pas le milieu dans lequel s'est formé le Soleil, hein, c'est ailleurs. C'est cette nébuleuse-là, qui est dite la nébuleuse de la tête de cheval. Elle est dans Orion, hein, elle est proche du baudrier d'Orion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Orion, il y a un système de 4 étoiles, là, avec 2 très brillantes, Bételgeuse et Rigel, et puis au centre, il y a 3 étoiles un peu en diagonale, là, et c'est le baudrier, et donc c'est une nébuleuse qui est proche de l'une de ces étoiles.
Et alors ça, c'est dans ce type de milieu. Alors lequel de milieu? Ben vous voyez, on baigne dans la... C'est un vrai cliché, hein, c'est en fait une composite obtenue à partir de 3 clichés dans 3 couleurs différentes de bleu, vert, bleu, vert, rouge. 3 couleurs différentes, donc, qui est obtenue avec, d'ailleurs, avec le télescope, là, QEN, je ne vous garantis pas la prononciation, mais c'est un gros télescope, un des 4 télescopes du Very Large Telescope de l'ESO, European Observatoire du Sud européen, Observatoire européen du Sud, je ne sais pas comment on dit, et qui un télescope de 8 mètres et quelques, 8 mètres 2, et bon, ça a été obtenu au moment où ils finissaient de régler le télescope. C'est absolument superbe. Chaque grain d'image correspond à 0,2 secondes de degré dans l'espace. Donc c'est une... Alors bon, on va pas rester trop de temps là-dessus. Simplement, c'est dans ce type de milieu là, ce milieu opaque et froid. Hein. Le milieu plus chaud, c'est le milieu rouge. Hein. Ce sont des régions dans lesquelles il y a l'hydrogène est peut-être même ionisé, électrisé. Il a perdu son. Et par contre, là, c'est froid. Et c'est dans ce type de milieu que se forme le Soleil. Là, on va voir le processus de formation qui est pas évident. Hein. Donc, j'ai distingué ici 3 étapes, mais bon. D'abord, on a donc ce milieu assez relativement uniforme, mais il suffit là-dedans d'avoir des fluctuations locales de densité pour des raisons diverses. Il peut y avoir un champ magnétique un peu déformé à un endroit qui fait une sorte de creux. Bon. Et on a automatiquement, il y a une sorte de condensation de matière, c'est-à-dire que le plus lourd, si j'ose dire, attire le plus léger, puis le processus continue. C'est l'attraction gravitationnelle. Donc la contraction va s'opérer et puis continuer. Et les astronomes se sont demandé pourquoi elle n'était pas arrêtée. Ça a été un long débat, ça. Pourquoi elle ne s'arrêtait pas? Simplement parce qu'au bout d'un moment, on acquiert toute l'énergie est concentrée dans la boule qui est contractée et qui s'est formée. Et puis, comment sort l'énergie? Et l'énergie a du mal à sortir dans un cas comme ça. En fait, l'énergie est évacuée non pas dans le rayonnement tel qu'on le connaît nous, le rayonnement visible, mais il est évacué par le rayonnement infrarouge. De plus, il y a une rotation du nuage sur lui-même. Je ne m'arrête pas là-dessus, mais ça va être très important ensuite pour la formation des systèmes planétaires. Et la rotation de l'étoile elle-même, bien sûr, la future étoile. Alors, au bout de peut-être 1 million d'années, cette contraction de matière va s'arrêter. Hein, et elle va s'arrêter, pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'opacité est totale. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu opaque ce que vous me racontez. L'opacité, c'est au fond la capacité d'un milieu à arrêter le rayonnement. Hein. Bon, le mur ou la table ici sont complètement opaques, on ne voit pas ce qui se passe à travers. Une vitre est semi-transparente, elle n'est pas totalement opaque par exemple. Et donc quand l'opacité devient très très forte, le rayonnement, même ce rayonnement infrarouge ne peut plus sortir, et puis à ce moment-là, la contraction va s'arrêter et la température va être relativement élevée, de l'ordre de quelques milliers de degrés. Alors, j'ai mentionné, bon là, un petit effet secondaire, c'est qu'il va y avoir de la matière éjectée dans le plan équatorial, et c'est ça, donc, encore une fois, qui va former ce disque protoplanétaire. Ce n'est pas l'objet du débat ici. Ensuite, va se produire, commencer un processus qui existe encore dans le Soleil, on le verra la prochaine fois, qui est à l'intérieur du Soleil, qui est la convection, c'est-à-dire le fait que si vous avez de la matière chaude qui est basse, qui est en bas, et de la matière plus froide en haut, eh bien la matière chaude va monter un petit peu comme les bulles montent quand vous faites chauffer une casserole d'eau. Et puis en même temps, donc la convection va reprendre le relais du rayonnement pour évacuer la chaleur, et donc la contraction va recommencer.
Alors, cette phase porte le nom d'un collègue, d'un astronome japonais, qui donc, cette phase est très importante puisque cette fois-ci, les choses deviennent vraiment sérieuses parce que une augmentation vraiment dramatique de température, jusqu'à des millions de degrés, et c'est ça qui va amorcer les réactions nucléaires qui vont servir de combustible permanent au Soleil. Permanent, le Soleil a une certaine durée de vie, mais enfin, permanent au moins à notre échelle à nous quand même. Alors voilà pour la naissance du Soleil. Alors on va faire une petite fiche, on va passer une petite fiche anthropométrique maintenant là. Donc je vous l'ai déjà dit, l'âge du Soleil c'est de l'ordre de 4,5 ou 4,6 milliards d'années. Alors ça, ce ne sont pas les astronomes qui déterminent cet âge du Soleil. Ils peuvent le faire dans la mesure où ils savent faire des modèles, etc. Mais ce sont les gens qui collectent et surtout analysent les météorites, certains types de météorites. Et c'est à partir de... Ces météorites, on pense qu'ils sont formés au moment de... en même temps pratiquement que le proto-soleil, si j'ose dire, et si on arrive à faire une opération de datation, en regardant des rapports isotopiques, enfin, en utilisant des éléments très lourds, des isotopes de l'uranium, du thorium, des trucs comme ça, on peut remonter à un âge, disons, de cet ordre-là. Bon, le rayon du Soleil, je pense que tout amateur d'éclipse pratiquement le connaît. On sait que le diamètre angulaire du Soleil est le même que celui de la Lune. Donc, enfin, il est de l'ordre de 110 fois celui de la Terre. En fait, effectivement, pour le mesurer, ce rayon, il faut connaître, si on connaît l'angle sous lequel on voit le Soleil, il faut connaître la distance du Soleil. Et cette distance, elle a été déterminée par des tas de méthodes. Aujourd'hui, il y a des techniques tout à fait différentes, mais à l'époque, il y avait une méthode qui venait d'être mise au point par Bessel, je crois, qui consistait à une étude de parallaxe, c'est-à-dire essayer de voir un objet sous deux angles différents. Et en l'occurrence, on utilisait le passage de Vénus, ce qu'on appelle la conjonction intérieure, c'est-à-dire la Vénus était entre la Terre et le Soleil. Et à l'aide de deux observateurs situés dans deux régions différentes de la Terre, on pouvait déterminer la distance de Vénus et en même temps, et de là, la distance du Soleil. Alors, je dis ça parce que le 8 juin, Vénus va justement passer devant le Soleil. 8 juin de cette année. Alors la masse, ce 10 puissance 30, ça signifie que la masse est de l'ordre de 2 millions de milliards, etc., de kilos, avec 30 zéros donc, dans l'énumération, donc de l'ordre de 330 000 fois celle de la Terre. La composition, bien, c'est avant tout de l'hydrogène et un peu d'hélium, mais ne croyez pas qu'il n'y a que ça, il y a aussi d'autres éléments du carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc. Alors, une densité qui est, là je l'ai exprimée en kilogrammes par mètre cube, mais en fait qui est de l'ordre du gramme par centimètre cube, c'est un peu comme celle de l'eau, mais qui varie beaucoup entre le centre du Soleil et puis les couches extérieures, et en particulier la surface. Alors je vais vous montrer ici un petit... oui, bon, ça se voit, il n'est pas terrible, je m'en excuse, c'est tiré d'un dessin... ici, on va regarder la partie gauche, centrale, enfin, ici, c'est en bleu, on a tracé la variation de densité à l'intérieur du Soleil. Donc quand je vous dis que la densité moyenne est de 1,4 g par centimètre cube, il faut tenir compte du fait qu'il y a une grande variation de densité à l'intérieur du Soleil. Alors le centre du Soleil, c'est 0 ici, le bord du Soleil, la surface est ici. Et ici, c'est l'échelle de densité. Alors, vous avez peut-être du mal à la voir, mais quand je suis ici, j'ai 100 grammes par centimètre cube. Ici, c'est 1 gramme par centimètre cube, une densité bien familière. Et ici, c'est 0,01 g par centimètre cube. C'est une échelle logarithmique. Donc, vous voyez qu'entre le centre et la surface du Soleil, il y a une variation d'au moins un facteur de l'ordre de 10 000 au moins. La température aussi a une propension à varier beaucoup, soit dit en passant. Et là, c'est le même type de représentation. Quand je monte ici, c'est que je pars du centre du Soleil et je vais vers la surface.
Et quand je suis, et ça c'est la température, quand je suis ici c'est à 10 millions de degrés, et ici ça doit être 1 million, ici ça doit être 100 000, 10 000, etc. Donc vous voyez une variation de température importante au centre du Soleil, une variation très brutale à la surface, très brutale parce que c'est la région d'où la lumière le rayonnement va sortir. Et donc l'énergie est partie. Et puis cette remontée très curieuse de température vers les hautes couches de l'atmosphère solaire, en particulier cette région, donc la couronne, et cette remontée très brutale de température qui reste une énigme, et on va essayer d'y revenir tout à l'heure. Alors encore quelques paramètres là. On a vu la composition, la densité, la gravité à la surface. Bon, on est plus 28 fois plus lourd que sur la Terre. On va regarder tout de suite la luminosité. La luminosité, c'est l'énergie lumineuse totale qui est rayonnée par seconde, la puissance lumineuse au fond. Donc, alors là, il faut bien regarder les chiffres, c'est de l'ordre de 3,9 ou 4, 10 puissance 23 kW. C'est une énergie absolument extraordinaire. Donc, il y a 23 zéros pour décrire le nombre de kilowatts. Je m'étais amusé à regarder à quoi ça correspondait au niveau du nombre de centrales nucléaires dans le monde, mais le chiffre lui-même était assez... comparé à la puissance générée par ces centrales. J'ai oublié depuis. Donc, une luminosité très importante qui est très bien pour nous, dans la mesure où aussi on est à une distance respectable. Et puis on va voir aussi, ce qui est en vert ici, on peut de cette luminosité déduire que la température de surface est de l'ordre de 5800 degrés, et on va définir une température de couleur qui est de l'ordre de 6200 degrés. Alors allons-y tout de suite. Donc ce rayonnement, il est montré ici en très plein, vous voyez, en fonction de la longueur d'onde. Alors déjà, donc ça c'est la distribution du rayonnement. On peut peut-être revenir un petit peu en arrière, à la mesure où vous pouvez vous demander d'où vient ce chiffre concernant la luminosité. Alors aujourd'hui que nous avons des satellites, on peut le valider, le vérifier encore mieux, dans la mesure où dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, on peut mesurer l'éclairement hors atmosphère, sur l'éclairement exprimé en watts par mètre carré, et comme on connaît la distance au Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres, on conclut qu'on peut déduire donc cette puissance. Alors, je reviens à ma distribution ici. Ça, c'est la variation du rayonnement du Soleil en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la couleur. Alors, ne regardez pas ces échelles ici, c'est exprimé en watts par mètre carré, par micron, etc. Mais si vous voulez, c'est la distribution de ce rayonnement par tranche de longueur d'onde. Alors, pour vous familiariser avec cette représentation en longueur d'onde, ça c'est 0,4 microns, donc c'est notre bleu, violet. Et puis là, c'est 0,8 microns, c'est le rouge. Et tout ce que l'œil voit est situé dans ce domaine de longueur d'onde, avec un pic qui est situé par là vers le jaune-vert, le vert. Et précisément, c'est là que se situe le pic de rayonnement du Soleil, et c'est par là que se situe le pic de courbe là en pointillé, qui est ce qu'on appelle la courbe du corps noir. Alors le corps noir, c'est une création de physique théorique, enfin c'est un corps un peu idéalisé dans lequel il y a l'égalité entre l'émissivité et l'émission et l'absorption, disons, pour faire court. Et donc c'est un corps qui a dans la distribution d'énergie avec la longueur d'onde à cette allure-là, qui est avec un pic ici qui est situé à une longueur d'onde bien précise. Et quand donc à ce corps noir
est associée une température, et cette température peut être très facilement déduite de l'émission totale. Si vous vous amusiez à prendre des tranches et à, comme on dit, intégrer, sommer toutes ces tranches sous la courbe en pointillé, vous trouverez un résultat pas trop différent de la courbe en trait plein, et vous pourriez en déduire la température. C'est un moyen de la température de ce corps noir, qui est en fait la température de la surface qui émet le rayon, la surface du Soleil qui l'émet. Donc cette température-là, elle est de 5000, on va dire 5800 degrés. Alors il y a une petite subtilité, parce que quand nous observons le Soleil, on trouve qu'il est, il est piqué ici, là, ce maximum ici était plutôt à 4700 angstroms ou 0,47 microns. Et à cette couleur correspond en fait une température qu'on appellera la température de couleur, qui est au fond la température avec laquelle un œil qui servirait un peu de thermomètre que l'œil pourrait déterminer, qui est cette fois-ci qui est de l'ordre de 6200 degrés, qui n'est pas égal au corps noir. Donc le Soleil n'est pas, comme on le voit d'ailleurs avec tous ces petits accidents, n'est pas exactement un corps noir, hein. Donc vous voyez qu'avec l'analyse de ce rayonnement, on a beaucoup d'informations. Alors cette figure est vraiment très pauvre, parce que elle ne donne pas une idée de la richesse, de l'étendue, la palette de rayonnement du Soleil. Par ici, vers la droite, on va, à partir de 0,8, on va passer vers l'infrarouge, et puis on va passer vers le submillimétrique, le millimétrique, etc. Et on va, j'espère que vous voyez là, par là, on va passer vers la radio. Alors en fait, la radio, à cette échelle-là, je ne sais pas comment on est situé, mais ça doit être, le domaine radio doit être à peu près au niveau du périphérique par là. Et par contre, de ce côté-là là aussi, vers les courtes longueurs d'onde, il y a une très très grande richesse de rayonnement du Soleil, notamment dans l'ultraviolet, et puis plus loin encore dans les rayonnements gamma. Alors, donc une étoile qui rayonne, et nous avons, grâce à l'étude de ce rayonnement, on a une idée de sa, non pas de sa température, mais de ses températures. Alors je vous disais que, je vous parlais de cette couleur de son rayonnement, c'est simplement pour vous dire que là où le rayonnement est le plus intense, on est plutôt situé dans le jaune-vert, et que, eh bien, je vous donne quelques exemples que vous connaissez peut-être, d'autres étoiles, cette fois-ci, parmi les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, il y en a des rouges, comme Aldébaran, Bételgeuse, là, dont on parlait tout à l'heure sur Orion, Vega, qui est blanc, bleu, etc. Et à chacune de ces couleurs est associée donc une température. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la température de couleur du Soleil, de ce Soleil jaune-vert, c'est 6200 degrés. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce rayonnement est très étendu. Il est étendu vers la radio. C'est une bonne chose. On observe le Soleil tous les jours en radio. Il y a à Nancy, à la station de Nancy, un radio-héliographe qui observe le Soleil tous les jours, pratiquement, quel que soit le temps. On a quelques difficultés quand on observe dans les longueurs d'onde visibles. Quand il y a un nuage, on a un problème, et quand il pleut, etc. Alors vers l'ultraviolet, là il faut sortir de l'atmosphère, et là je vous ai donné cet exemple un petit peu historique pour moi, parce que ça a été obtenu par une fusée, c'est en avril 1973, et on peut commencer mais très vite à regarder par le bas, c'est le film qui est sorti de la caméra et qu'on a développé, et qui représente donc le long de ces barres inclinées qui représentent ici la position sur le Soleil. Ici c'est un bord, ici c'est le centre, ici c'est l'autre bord du Soleil. Et dans ce sens-là, eh bien c'est un spectre, hein, comme une décomposition de la lumière, comme on peut le faire avec un prisme, mais sauf qu'ici c'est avec d'autres dispositifs, des réseaux de diffraction. Et donc il faut sortir de l'atmosphère pour obtenir ça. Alors pour vous donner une idée, ici c'est gradué dans une échelle, une unité curieuse, enfin qui était à la mode à l'époque, qui était l'angstrom, et ici nous sommes à 0,12 microns,
Ici, nous sommes à 0,2 microns, et puis dans quel sens ça marche, ma flèche, donc 0,4 microns, le bleu doit être par là, au niveau des rideaux. Et puis on a fait une coupe à travers ces spectres-là, et voilà ce qu'on a obtenu. Alors ne vous attachez pas à cette rupture ici, on n'avait pas la place pour mettre la figure, donc on l'a descendu, hein, mais c'est normalement, excusez-moi, ah non, je vais aller trop vite, mais ça se raccorde ici, hein, ça monte par là. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est un simple spectre là-dedans et d'une richesse absolument inouïe, c'est-à-dire on voit une sorte de fond continu ici, hein, ça monte ici, puis ça monte encore ici, donc dont la pente et tout devrait nous donner des idées sur la température, au moins dans la haute atmosphère. Et puis vous notez ici des accidents dans cette espèce de continu qui correspondent à ces raies, à ces barres. Ici, ces barres sont sombres. Ça correspond à ce qu'on appelle des raies d'absorption, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans l'atmosphère solaire qui absorbent ce rayonnement continu. Alors ici, c'est de l'aluminium. Vous voyez, il y a de l'aluminium dans le Soleil. Ici, c'est du magnésium. Et puis, ça, c'est en absorption. Alors, ça signifie que ces objets, ils s'interposent entre les couches qui émettent ce rayonnement continu et nous. Et on peut dire que ces objets sont plus froids, puisque il y a absorption du rayonnement. Par contre, de ce côté, c'est tout le contraire. Et on a ces pics-là, ces espèces d'accidents, ce sont ce qu'on appelle des raies d'émission, c'est-à-dire que ça correspond à l'émission par des éléments qui sont identifiés ici, des émissions, disons, chaudes et situées entre les couches, la surface du Soleil et nous, donc plus haut dans l'atmosphère. Alors ici, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais là on voit qu'il y a du silicium, il y a du carbone, du soufre, et puis ici une raie absolument extraordinaire qui est une raie de l'hydrogène, qui est une raie très très intense. Donc voilà ce que nous apporte la spectroscopie et qu'il faut garder en mémoire parce que c'est un moyen d'information très très fine sur le Soleil, en particulier sur la composition du Soleil. On peut à partir de là déduire les rapports entre le nombre d'éléments du carbone par rapport à l'hydrogène qui sert d'élément de référence. Alors ici, dans cette fiche d'identité, j'ai parlé, on a vu tout à l'heure qu'on faisait au départ la nébuleuse, pas la nébuleuse, mais enfin on avait un disque qui tournait sur lui-même, et donc ça continue, hein, ça s'est sans doute ralenti. Et cette rotation, donc, c'est de l'ordre de 25 jours, 25 à 31 jours. On verra tout à l'heure que c'est une rotation qui n'est pas la même entre l'équateur et les pôles du Soleil. Alors, je l'avais illustré ici par ces dessins assez faits par des observateurs il y a quelque temps. Si vous regardez la date ici, c'est 1625. Et donc ils ont représenté le disque solaire et puis ils ont dessiné les taches solaires qu'ils voyaient et ils ont leur position au fil du temps, tous les jours, et donc à partir de là ils ont pu déterminer que le Soleil tournait. Ça, Galilée l'avait vu, il avait vu les taches, il les avait vues tourner, mais surtout on peut mesurer comme ça le taux de rotation du Soleil. Et puis ici aussi une visualisation du fait que l'équateur tourne plus vite que les pôles. Mais bon, on y reviendra sans doute. Alors, revenons un peu à la surface du Soleil. Voilà une observation qui a été faite, je ne me souviens plus, à Meudon. Il y a l'observatoire de Meudon, il y a une semaine peut-être, même pas. Ça doit être écrit 16 mars, oui c'est ça. Et j'ai pris cet exemple parce que c'est une observation évidemment bien meilleure que celle qu'aurait pu faire Galilée, mais bon, on voit là-dedans donc des tas de... Vous allez dire c'est un peu monotone, pas du tout. Il y a par exemple le fait que entre le centre du Soleil là et puis le bord du Soleil, il y a un assombrissement.
Et le seul fait qu'il y ait cet assombrissement nous renseigne sur le fait qu'il y a une chute de température à la surface du Soleil, puis cette remontée. Et puis il y a ces objets bizarres, là, ces taches au sens de points sombres, avec même une structure à l'intérieur. Bon. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc, ce sont ces mêmes structures que Galilée donc, avait vues en 1613. Ce sont des structures plus froides que les régions environnantes, plus froides d'environ 2000 degrés. Donc, si dans les environs vous êtes à, combien on a dit déjà, de l'ordre de 6000 degrés, bon, ici on est plutôt à 4000 degrés. Ce sont des régions qui ont donc beaucoup intrigué les astronomes jusqu'à ce que l'Américain Halley ait fait une mesure absolument extraordinaire au début du XXe siècle, pardon, une mesure spectroscopique de raies sur ces taches. Il a mis son spectrographe, une sorte de, comme s'il avait mis un prisme, au foyer de son télescope, et il a vu que les raies se dédoublaient, si j'ose dire, et là il a eu, à l'aide de collègues physiciens, il a eu l'intuition que ce dédoublement était dû à un champ magnétique très fort. Et effectivement, le champ magnétique est très fort. Il est de l'ordre de 0,3 Tesla, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est à peu près 10 000 fois, 5 à 10 000 fois le champ magnétique de la Terre au niveau du Sol. Alors c'est un champ qui se limite pas au domaine de la tâche elle-même, et il va perturber tout le voisinage, comme on va le voir dans ce petit montage. Voilà, ça c'est, on s'est concentré ici sur une région solaire, une région, hein, c'est donc l'échelle ici doit être de quelques, vous voyez ça doit faire à peu près 40 000 km, quelque chose comme ça, 50 000 km sur le Soleil. Alors que le diamètre du Soleil, il est de 1 400 000 km. Hein. Donc on se concentre sur une petite région et on observe vraiment ce qu'on appelle la surface du Soleil, et on voit donc ces taches très sombres. Je dis en passant que ces 3 observations qui vont suivre ont été obtenues avec un télescope qui s'appelle THEMIS, qui est franco-italien et qui est installé aux îles Canaries. Bon, alors, vous voyez que partout c'est noir, c'est signifie que le champ est très intense, très très fort. On ne sait pas encore, on va le voir, de quelle polarité il est, mais vous voyez ces formes un peu, ici ça serait plutôt circulaire, mais ici c'est un peu torturé, ça signifie qu'il y a des sortes de champs magnétiques qui vont un peu se mélanger et tout, et c'est ça qui va créer quelquefois le drame. Là, cette fois-ci, c'est une carte du champ magnétique. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer comment on obtient ces cartes, mais en utilisant un peu la technique de ce monsieur Halley, et si vous voulez, en balayant, etc., on peut mesurer les variations du champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit du noir et du blanc. Alors, quand c'est très noir, ça signifie qu'on a un champ de polarité noir. Noir, polarité nord, comme une sorte de pôle nord, si vous voulez. Et puis le blanc correspond, alors je vais essayer ici, polarité sud. Et vous voyez que là aussi, on trouve un mélange de polarités. Et ce champ magnétique il a été obtenu les gens ont essayé de l'obtenir dans une altitude un peu supérieure à l'altitude qu'on a vue tout à l'heure, et ça commence à devenir un peu troublant, enfin un peu confus. Et alors cette fois-ci, quand on fait une image obtenue dans une longueur d'onde, dans une couleur, dans une raie qui est formée encore un peu plus haut, là je parle de quelques centaines de kilomètres un peu plus haut, alors là le truc est absolument, vraiment, on a du mal à comprendre ce qui se passe. On essaye d'imaginer qu'il y a des espèces de ponts de matière, vous voyez. Bon, c'est très...
Et c'est de cette complexité que va résulter des ruptures d'équilibre de ces milieux-là qui vont conduire, à, on va le voir, des éruptions, des choses comme ça. Alors, maintenant, je vous l'ai dit, on a beaucoup de mal, on est quasiment impossible de mesurer ce champ magnétique assez haut dans l'atmosphère. On le mesurera à la surface, on aura des pâquerettes, mais on a du mal plus haut. Alors les astrophysiciens, s'ils ne peuvent pas mesurer, ils calculent, et à partir, si vous voulez, de cartes de champs magnétiques qui sont tenues avec ces, vous voyez, ces sortes de courbes de niveau, il y en a des bleus, il y en a des rouges. Le bleu correspond à une polarité nord, le rouge à une polarité sud. À partir de ces cartes, on fait des calculs savants on extrapole le champ magnétique. Et cette extrapolation, on l'a fait figurer ici avec ces lignes. Alors ces lignes, on appelle ça des lignes de force. En résumé, elles indiquent la direction du champ magnétique. Hein. J'essaye avec la souris de suivre une de ces lignes. Là, j'ai du mal. Voilà. Puisqu'on avait dit que c'était nord ici, donc le champ magnétique va sortir et rentrer par là. Hein. Tout se passe au-dessus du sol, si j'ose dire, sol solaire. Et puis, ces lignes ont la propriété que quand elles sont très très denses, très très proches, ça signifie que le champ magnétique est très fort, très intense. Donc là où elles s'évasent, le champ magnétique est faible. Et effectivement, c'est des régions à d'altitude croissante. Alors ça, c'est voilà une image un peu statique de ce qu'on peut faire, d'observer et calculer. Maintenant, on verra dans un petit instant que ça, c'est une situation de stabilité qui est souvent rompue. Alors je parlais des tâches, je le mentionne ici, mais on y reviendra dans la troisième séance. Ces tâches ont aussi l'intérêt de servir de traceurs, d'outils de mesure des cycles du Soleil. Vous avez entendu parler du cycle de 11 ans, et on y viendra la troisième séance, mais déjà je vous montre ici sur une durée de l'ordre au total de l'ordre de 12 ans, quelque chose comme ça, 14 ans plutôt. On commence en janvier 94, on finit en fait en janvier 2004 pour le moment, mais après ça va se remplir ici, de janvier 2008. On a mesuré avec une technique qui est peu importante ici, le nombre de tâches qu'on peut voir. En fait, on mesure le nombre de tâches, on fait une sorte de péréquation, si elles sont regroupées ou non, etc. Bon. Et vous voyez qu'il y a une variation au cours du temps. Là, quand on était vers fin des années 96, là, ce nombre de tâches était quasiment voisin de zéro, et même là, le bleu est une sorte de lissage, mais il y avait des moments où il n'y avait aucune tâche sur le Soleil. Et puis, ça a augmenté notablement, avec deux pics pratiquement, l'un situé en 2000, et puis quelque part en 2000, et l'autre situé ici vers, je ne sais plus, vers la fin des années 2001. Et puis ça redégringole. Et là, on en est par là à un nombre de tâches voisins de 50. Le nombre importe peu. Ce qui importe, c'est l'allure de ces trucs. Donc, en gros, entre ce moment ici de minimum et ce moment ici de minimum, il y a à peu près 11 ans. Donc voilà des utilités des tâches en tant qu'outil de mesure des variations du Soleil. Bon, alors, il n'y a pas que les tâches, il y a d'autres régions magnétiques, et parmi ces autres régions magnétiques, il y a les protubérances, les filaments. Et là, plutôt que de vous dire je vous dis déjà ce que c'est de la matière froide, donc inférieure à 10 000 degrés, dense, et tout ça, ça se situe dans une couronne qui est, elle, chaude, à 1 million de degrés, et qui est très ténue, avec ces valeurs. Alors je les ai mises en mètres cubes ici, donc si vous voulez les convertir en centimètres cubes, vous enlevez ici 6 à l'exposant de la valeur. Donc ces boucles coronales, ces structures brillantes, cette fois-ci on va s'intéresser à celles-là,
eh bien, ce sont en fait des ponts sortes de ponts de matière, ces boucles, entre donc une région de la surface et une autre région de la surface, et donc vous vous en doutez qui sont probablement de polarités opposées. Ici c'est peut-être, je ne peux rien vous dire, mais une polarité nord, et ici peut-être si c'est une polarité nord ici, ça sera une polarité sud ici. Alors ce sont des structures assez spectaculaires, qui ont été bien identifiées par le satellite SOHO et maintenant par ce satellite TRACE. Donc là, l'altitude de ces régions, c'est de quelques dizaines de milliers de kilomètres, ça peut aller jusqu'à 100 000 kilomètres. Et vous noterez que c'est assez extraordinaire d'avoir ces structures qui sont très très fines et en même temps très, très hautes. En voilà un autre exemple. Alors, oui, il faut que je descende ici. On va rester sur cette configuration. Donc, cette observation a été faite avec le satellite TRACE dans des raies chaudes, comme on a dit, des raies du fer qui est très, très électrisé. Et les températures sont comprises entre 1 et plusieurs millions de degrés. Donc les questions qu'on se pose, c'est sont chauffées comment? Et aussi, elles sont stabilisées comment? Alors, stabilisées, c'est une question un peu délicate, parce que on peut se demander pourquoi la matière ne tombe pas. On peut se poser une autre question, c'est pourquoi il y a pratiquement autant de matière en haut qu'en bas, alors qu'on se trouve dans une structure si vous voulez, décroissante avec la hauteur. Il y a une question d'échelle de hauteur. Normalement, on devrait avoir beaucoup de matière ici et puis une décroissance de la matière vers l'extérieur, comme autour de toute étoile. Mais non. Donc ça fait partie des choses que les gens essayent de comprendre, et on va essayer de voir comment on peut les comprendre. Pour ça, on va essayer de voir au contraire comment les structures peuvent, avant de comprendre comment les structures sont stabilisées, on va voir comment elles sont déstabilisées. Donc, alors, c'est le cas à ce moment-là d'éruption solaire. Donc, vous avez, on va descendre un tout petit peu, on va monter plutôt pour que, voilà, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, ces éruptions, c'est des libérations énormes d'énergie, des régions qui deviennent subitement très brillantes, etc. Et moi, j'ai résumé ça en disant que c'est quand le champ magnétique n'y tient plus, c'est-à-dire ça craque quelque part, les lignes de champ de polarité différentes, de sens opposés se rapprochent de façon un peu dangereuse. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de vous faire figurer ici sur ce petit dessin. Vous voyez c'est une coupe. Ici, c'est la surface du Soleil. Ici, c'est dessous. On imagine que le champ magnétique, il vient en dessous. Et puis ici, donc, ce sont des taches de polarité nord, et puis ici, des taches de polarité sud. Donc vous pouvez facilement imaginer que c'est cette ligne on appelle ça cette ligne de champ, donc, constitue la trace ou le container de la boucle coronale, de la matière de la boucle coronale. Alors, si on veut que ça alors, à droite ici, d'ailleurs, on a quelque chose qui correspond à peu près à ce dessin. C'est en noir, ce sont des observations, hein, toujours avec ce satellite TRACE. Donc, on imagine ici que c'est une polarité sud, hein, un pôle sud, si j'ose dire, local. Ici, une polarité nord. En noir, ce sont les boucles qu'on observe, hein, donc, sauf qu'ici, elles ont été codées en noir, mais c'est le même tabac qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on a figuré ici, en rouge, ce qu'on sait faire au niveau du calcul. Hein. Vous voyez que ça ne colle pas très bien, forcément. Hein. Ici, ça collerait pas mal. Vous voyez, ce type de boucle, on les reproduirait bien. Bon, ici, c'est un peu vaseux. Bon. Mais revenons à notre affaire ici. Si, par exemple, dans des profondeurs donc, du Soleil arrive de la matière qui emporte du champ magnétique, c'est ce qui est figuré par cette sorte de boucle ici,
eh bien, la surface du Soleil est une sorte quand même de région de discontinuité, et ça va monter et ça va créer des perturbations. Alors mon dessin est un petit peu... Les perturbations seront infiniment plus fortes si, par exemple, tout en gardant cette orientation des lignes de champ, c'est-à-dire nord, et je vais essayer de suivre vers sud, si les boucles qui montent ou la matière magnétique qui monte est orientée différemment de ces flèches, de telle sorte que quand ça va entrer en contact ici, ici on aura un champ magnétique comme ça, dans cette direction-là, et puis ce qui sera dans cette direction-là. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une reconnexion magnétique, c'est-à-dire que le champ magnétique il cherche le plus court chemin, et plutôt que d'avoir ces champs opposés, il va essayer de faire une sorte de court-circuit magnétique, si j'ose dire. Donc c'est comme ça qu'on va fabriquer, vont se fabriquer les éruptions. On va un petit peu résumer ça en disant qu'il y a une énorme libération d'énergie, 10 puissance 26 joules, donc des milliards de milliards de joules, avec 26 zéros donc. On a un processus de chauffage, d'accélération de particules. L'accélération de particules, cette fois-ci, c'est vraiment du type de celle qu'on accélère dans les accélérateurs à terre. Et puis, comme on l'a vu, ces envols de matière. Donc tout ça, c'est accélération de particules et envol de matière, ce sont des choses qui vont avoir éventuellement des effets sur Terre également. Mais en gros, on a une montée assez rapide et puis un retour au calme qui prend un peu plus de temps. Alors là, c'est le cas où il y a un énorme chauffage, une énorme libération d'énergie. Et maintenant, on va regarder un cas où on va se contenter plutôt d'éjecter de la matière. Et donc, on va regarder le cas d'une éruption de protubérance. C'était ces structures sombres qu'on a vues tout à l'heure et qui vont transporter des milliards de tonnes de matière et qui sont susceptibles d'arriver à la Terre. Alors, je disais tout à l'heure que la matière était chauffée et éventuellement était invisible dans certaines longueurs d'onde, pour certains instruments, c'est ce qui nous est arrivé tout à l'heure, et va s'échauffer, s'ioniser, s'électriser, si vous voulez, et selon le cas, selon l'orientation qui est prise, elle peut même atteindre la Terre. Alors, je pris ici le cas d'une éruption. Cette éruption donc entre dans la couronne. On l'appelle à ce moment-là éjection de masse, mais le mot n'est pas important. Et on peut la visualiser uniquement si on dispose d'un coronographe. Un coronographe, c'est un dispositif qui permet de bloquer, comme vous voyez ici, la lumière du disque, la lumière du Soleil, et permet d'observer la lumière beaucoup plus faible de la matière beaucoup moins dense qui est située dans la couronne solaire. Alors le disque du Soleil, il est ici, là c'est le rond, le tracé ici, l'occulteur, il est ici, et au-dessus de l'occulteur, on peut regarder ce qui se passe. Ça, c'est obtenu avec un coronographe à bord de Sceaux, précisément, construit par nos collègues marseillais d'ailleurs. Et vous voyez cette éjection de matière là, énorme. Hein, Et puis, au bout d'un moment, elle va sortir du champ, ça sort là. Hein. Donc, le relais est pris par un autre coronographe qui est toujours à bord de Sceaux, qui lui voit un champ plus grand, mais avec moins de précision. Et vous voyez que le disque solaire, il avait cette taille-là, ici, et cette fois-ci, il a cette petite. C'est le petit rond au centre. Là, hein. Et bien là, il y a un événement assez spectaculaire aussi, donc, qui arrive dans le champ de ce coronographe, et le voilà, c'est le même événement, ce sont des observations non pas simultanées, mais consécutives. Il doit y avoir à peu près 1 heure d'intervalle, et si vous calculez à partir du temps et de la distance qui est parcourue, vous trouverez une vitesse de l'ordre de 600 km par seconde. Vous noterez des tas de choses sur ce cliché. Il y a des petits points en particulier, et ce n'est pas des poussières sur l'instrument. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'occasion d'éruptions, il y avait des accélérations très fortes de particules. Ces petits points correspondent probablement à l'arrivée de particules très accélérées, des protons,
d'une énergie dans le code, un électron-volt de l'ordre du million d'électron-volts, que dit du million, et donc des particules qui, compte tenu de leur énergie, arrivent ici en un temps de l'ordre d'une heure. Alors je reviens donc à cette matière. Ici, cette matière peut-elle chauffer la couronne? La réponse est non. Et elle ne peut pas chauffer la couronne. C'est elle, au contraire, qui, en se propageant dans la couronne, va s'échauffer. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour chauffer la couronne? Comment donc passe-t-on de 4200 degrés dans la surface du Soleil, ou disons au minimum de température du Soleil, à plus d'1 million de degrés, quelques milliers de kilomètres plus haut? Eh bien, là, il y a plusieurs possibilités. Je vais simplement pour vous montrer, si on a peut-être peu de temps, je vous ai montré jusqu'à maintenant des boucles coronales, des structures qui sont situées à peu près à cette altitude ici. La couronne, c'est pas que ça, c'est tout ce milieu ici. Hein. C'est un cliché composite obtenu à partir de ce cliché d'éclipse obtenu par Kouchmi, qui a été un petit peu trafiqué. Et puis cette image coronographique obtenue avec un coronographe toujours de Soro. Et c'est tout ce milieu donc, qui est à quelques millions de degrés. Alors comment peut-on le chauffer? Alors là, je vais faire un petit résumé. Je n'ai pas de transparent très spectaculaire. Simplement, parmi les dernières idées qui ont été suscitées par les résultats de Soro, il y a l'idée qu'il y aurait, par exemple, un couplage entre des ondes à haute fréquence émises assez bas dans l'atmosphère. On peut se demander comment elles sont fabriquées, mais bon. Et puis les ions, c'est-à-dire les atomes chargés, électrisés, qui tournent dans le champ magnétique un peu plus haut. Et peut-être, je me posais la question de la fabrication de ces ondes. Ces ondes sont peut-être fabriquées à l'occasion de ces événements de reconnexion dont je parlais tout à l'heure. Ou alors, autre idée, c'est que partout, dans tout le milieu, il y a une série d'événements très locaux, très petits, très nombreux, et qui contribuent au chauffage. Et ces événements, ce sont finalement des dissipations de courant. Hein, donc le débat actuellement, c'est peut-on le chauffer avec des ondes ou des courants? Et de toute façon, dans ces affaires-là, il y a toujours le champ magnétique qui intervient. Alors, si j'ai le temps encore, je voulais vous parler cette fois-ci de la perte du poids du Soleil. Cette perte, elle n'est pas terrible, hein, elle est de l'ordre du milliard de kilogrammes par seconde, et elle se fait sous forme d'un vent qui est en fait plutôt une brise plutôt qu'un vent. Une brise en ce sens que c'est une quantité de matière assez faible, mais une vitesse quand même assez importante, de l'ordre de 400 à 800 km par seconde. Et comme le montre ce cliché qui est assez difficile à expliquer parce que c'est un mélange d'imagerie, hein, ça c'est des images qui représentent le disque solaire et ensuite l'émission dans la couronne, et à un moment où le Soleil était très peu actif. Et puis on a superposé à cette image un graphique cette fois-ci qui représente la vitesse de ce vent en fonction de la position. Alors plus la distance au centre est grande, plus la vitesse est importante. Ici on est de l'ordre de 800 km par seconde et ici on est à une vitesse de l'ordre de 400 km par seconde. Et cette fois-ci, ce graphe-là, on s'est mis dans un plan perpendiculaire au plan de l'écliptique, c'est-à-dire qu'ici, on regarde au-dessus du pôle nord du Soleil, et ici, on regarde au-dessus du pôle sud du Soleil. Ce graphe-là, il a été obtenu par la sonde Ulysse, qui en est à son 4e tour autour du Soleil, qui est dans un plan qui lui permet perpendiculaire au plan de l'écliptique, qui lui permet de passer au-dessus des pôles. Mais alors ne pensez pas qu'elle passe juste à ras des pôles. Elle passe à une distance de l'ordre plus de 150 millions de kilomètres. Donc.
Et puis, dans l'autre phase de son orbite, elle va passer très près de Jupiter. Donc vous voyez qu'il y a ce vent, un vent très rapide au-dessus des pôles, 800 km par seconde, et un vent très lent dans les régions équatoriales. Et les physiciens solaires ont pu déterminer que précisément au-dessus de ces régions polaires-là, la température de la couronne était plutôt plus basse, plus faible qu'ailleurs. Donc il y a une contradiction entre le fait que le vent est plus rapide là où la matière est moins chaude. Et il y a des explications en cours et les gens pensent que là aussi le champ magnétique joue un rôle important. Bon, on va peut-être s'arrêter là justement. Je crois que j'ai centré un peu cet exposé sur le fait que le magnétisme du Soleil, il serait intéressant de voir comment ce magnétisme est fabriqué. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, sauf que c'est dans les profondeurs du Soleil. Mais on verra que ces profondeurs du Soleil sont quand même de moins en moins mystérieuses, au moins dans leur structure non magnétique, dans leurs propriétés non magnétiques. Et puis la fois d'après, on regardera un peu comment ce magnétisme solaire affecte les relations affecte la Terre. Et donc, c'est un aspect des choses qui maintenant qui prend le terme de météorologie de l'espace. Quand je dis que ça affecte la Terre, ça affecte en fait tout le système solaire, ça affecte Mars également et d'autres planètes. Voilà. Bien, merci Jean-Claude Vial.